Salut, ravi de te retrouver aujourd'hui pour une nouvelle plongée au cœur de nos sources. On a un sujet vraiment massif aujourd'hui. Salut Wif. Ah ouais, très impatient d'aborder ça avec toi. C'est un dossier lourd mais absolument passionnant. Complètement. Alors, le but de notre exploration d'aujourd'hui, c'est d'analyser une enquête majeure qui a été publiée par Block News en mars 2026. L'enquête qui s'intitule Travail et IA, la grande destruction. Un titre un peu dramatique, mais on va vite comprendre pourquoi. C'est ça. Et je précise pour les gens qui nous écoutent, notre mission ici, ce n'est pas du tout de spéculer sur le futur ou de faire de la science-fiction. Non, pas du tout. On va vraiment examiner les données concrètes, secteur par secteur, pour comprendre comment l'intelligence artificielle a déjà reconfiguré l'économie mondiale depuis 2022. Parce que les choses ont bougé extrêmement vite en fait. Et pour bien lancer le sujet, il faut absolument qu'on parle de l'affaire Klarna. Je trouve que c'est l'accroche parfaite. Ah bah le cas Klarna, c'est le cas d'école par excellence de ces dernières années. En 2023, Sébastien Simiatrowski, le PDG de cette entreprise suédoise, a licencié 700 employés de son service client d'un coup. 700 personnes, oui. Et il les a remplacés par un chatbot d'OpenAI. Le gars clamait partout que l'IA pouvait déjà faire tous les jobs que les humains font. Il annonçait une économie de 40 millions de dollars. C'était vraiment présenté comme le triomphe absolu de la tech, quoi. Ouais, sauf que tu vas nous raconter la chute parce que la réalité du terrain l'a vite rattrapé. Bah oui, parce que fin 2024, la satisfaction client de Klarna s'est totalement effondrée. Ah ouais, la catastrophe. Les clients se retrouvaient coincés dans des espèces de boucles conversationnelles super robotiques, sans aucune empathie. Le système ne comprenait pas les nuances. Donc, une vraie impasse pour les utilisateurs. C'est ça. Et la conséquence directe, c'est qu'en mai 2025, le même PDG a dû faire marche arrière. Il a avoué être allé beaucoup trop loin et ils ont dû rappeler silencieusement des travailleurs humains. En silence, bien sûr, c'est toujours comme ça. Exactement. Et ça illustre parfaitement le fossé gigantesque entre le fantasme technologique des dirigeants et la réalité complexe de l'application sur le terrain. Et c'est ce qui nous amène à la première grande section de cette analyse. Parce que Klarna, ce n'est pas juste une anomalie pittoresque, tu vois. Non, c'est le symptôme d'une panique managériale beaucoup plus vaste. Et les chiffres font un peu froid dans le dos. L'enquête montre que plus d'1 million de postes ont été supprimés mondialement en 2025. Et sur ce million, 130 000 sont officiellement attribués à l'IA. C'est énorme. Rien que dans la tech, on parle de 45 000 suppressions de postes, dont plus de 20% à cause de l'IA. Mais là où ça devient vraiment intéressant, c'est quand on regarde l'étude de la Harvard Business Review de janvier 2026. Ouais, elle révèle quoi exactement cette étude? Elle montre que 39% des dirigeants américains ont supprimé des postes par anticipation des capacités de l'IA. Attends, par anticipation. Donc la technologie n'était même pas prête? Exactement. Seulement 2% de ces dirigeants ont pu prouver que l'IA pouvait réellement accomplir le travail des personnes licenciées. Waouh, 2%. Mais c'est comme si quelqu'un annulait son assurance maladie aujourd'hui parce qu'il a l'intention de se mettre au sport le mois prochain, en gros. C'est une excellente métaphore. Ça pose la vraie question de savoir si la technologie détruit les emplois ou si elle sert juste d'alibi parfait. Un alibi pour des licenciements qui auraient eu lieu de toute façon, en gros. Complètement. Le cas de Block, la fintech de Jack Dorsey, est très clair là-dessus. Ils ont supprimé 4000 postes sous prétexte de l'IA. Alors qu'en fait, c'était juste des réductions de coûts. Bah oui, ça masquait des simples coupes budgétaires. C'est ce qu'on appelle de l'AI washing. L'IA sert de justification commode pour des restructurations financières. Et comment ça se passe pour les employés qui restent, du coup? C'est là que le rapport est très factuel. L'argument de l'augmentation de la productivité est utilisé pour justifier les coupes. Mais en réalité, les employés restants se retrouvent à faire le travail de ceux qui sont partis. Ah, la fameuse productivité magique. C'est ça. Il y a un vrai conflit ici que le rapport détaille sans prendre parti. Mais la dynamique est claire, hein. La pression est transférée sur les travailleurs restants. D'accord. Mais si certains licenciements sont basés sur du bluff ou des promesses, il y a quand même des postes qui sont réellement et techniquement absorbés par l'IA en ce moment, non? Absolument. Et toutes les données pointent vers le bas de l'échelle. Les profils juniors. Ce qui est dingue, c'est que ça touche en premier les développeurs. Il y a une sorte d'ironie à voir les créateurs détruits par leur propre création, quoi. C'est fascinant et tragique à la fois. Les offres pour les développeurs juniors ont baissé de 35% aux États-Unis 35%, c'est massif. et 28% au Royaume-Uni. Gary Tan, le patron du Y Combinator, a même conseillé publiquement à ses startups de ne plus embaucher de juniors. Parce qu'il estime que GitHub Copilot ou Claude suffisent pour coder la base. Exactement. Résultat des courses, 40% de la promotion informatique 2025 a dû se réorienter vers des métiers manuels ou relationnels.
C'est un bouleversement total. Et il n'y a pas que les développeurs. Le droit est aussi touché de plein fouet. Le secteur juridique a pris une grosse claque. Le système Harvey AI, par exemple, accomplit le travail de recherche d'un assistant juridique, un paralégal, en un temps record. Genre, ce qui prenait 8 heures est fait en combien de temps? En 30 minutes. Le cabinet Allen Overy l'utilise d'ailleurs massivement. Ça a entraîné une baisse de 25% des offres de paralégal. Mais attends, j'ai vu passer des histoires d'avocats qui ont été sanctionnés parce qu'ils utilisaient ChatGPT, non? L'IA avait inventé de fausses jurisprudences. Oui, les fameuses hallucinations. L'IA est un moteur de prédiction statistique. Elle n'a pas la notion de vérité. Mais ça n'empêche pas les cabinets de s'en servir pour le tri initial, supervision. Et la comptabilité suit le même chemin. J'ai lu dans nos sources que Deloitte estime que 40% des tâches d'un comptable junior sont désormais automatisées. Ce qui provoque une baisse de 20% des recrutements de juniors dans les Big Four, les grands cabinets d'audit. Mais ça soulève une question critique. Si l'on scie le premier barreau de l'échelle, comment est-ce qu'on monte? C'est le nœud du problème. Je veux dire, un avocat senior ne naît pas senior. Il apprend en lisant des milliers de contrats super fastidieux. Si l'IA fait tout ce travail de base, comment on forme les experts de demain? C'est la faille systémique que la source révèle. Les pyramides de compétences deviennent creuses. Creuse, c'est exactement le mot. Et les entreprises n'ont absolument aucune réponse publique à ce problème de formation à long terme. Elles optimisent à court terme. C'est fou. Et on voit bien que ce n'est pas seulement le travail juridique ou le code qui disparaît. C'est en fait toute la classe moyenne du travail intellectuel et créatif routinier. Oui, la routine intellectuelle s'effondre. Et en parlant de ça, on fait des formats audio, on est dans la production de contenu. Cette fameuse version podcast audio générée ou traduite par IA, c'est devenu une réalité tangible. C'est clair, et les traducteurs sont d'ailleurs en première ligne. Une étude de Microsoft Copilot de juillet 2025 les classe comme la profession la plus exposée. Les volumes sur les plateformes comme pros.com ont baissé de 60%, non? Ah ouais, c'est dramatique. Duolingo a même remplacé ses freelances, ce qui a déclenché une pétition de 10 000 signatures. Par contre, j'ai noté un détail hyper intéressant dans l'enquête. Les langues minoritaires sont provisoirement épargnées. Ah oui, c'est une inégalité géographique paradoxale. Parce que les IA ne sont pas assez entraînées dessus, faute de données. Exactement. L'IA a besoin d'énormément de données pour être performante. Si la langue n'est pas très présente sur Internet, l'humain reste indispensable. Le manque d'intérêt de la tech devient un bouclier, c'est ironique. Et pour les créatifs visuels, c'est pareil. Midjourney a complètement détruit le modèle des images de stock génériques. Des géants comme Getty ou Shutterstock ont vu leurs revenus baisser de 15 à 20%. Et dans le jeu vidéo, j'ai lu que 70% des concept artistes ont perdu des contrats en 2023. C'est une hécatombe. Les grandes agences de pub comme WPP utilisent maintenant l'IA directement en production. Ce qui nous amène aux journalistes. L'enquête parle du scandale de Sports Illustrated. Oui, des articles générés par IA et signés sous de faux noms. Et depuis, le PDG d'Axel Springer a carrément assumé que l'IA va remplacer le journalisme de routine. Genre les résultats sportifs, la météo, les petites dépêches locales. C'est tout à fait ça. Mais attends, je me fais un peu l'avocate du diable. Si l'IA écrit les résultats sportifs ennuyeux pour la presse régionale, est-ce que ça ne libère pas les journalistes pour faire de la vraie investigation de fond? C'est l'argument numéro 1 de l'industrie de la tech. Mais le rapport démontre complètement cette idée avec les faits. Ah oui, pourquoi? Parce que le journalisme de routine, ça représente 70% des effectifs. Et surtout, c'est ce qui génère les revenus qui financent l'investigation. Ah, parce que c'est ça qui fait du clic tous les jours. Exact. L'investigation coûte cher et ne rapporte pas immédiatement. Donc quand la routine disparaît, le modèle économique de l'investigation s'effondre avec elle. C'est un château de cartes, en fait. Et c'est là qu'il faut vraiment réaliser l'impact. Il y a des êtres humains derrière toutes ces statistiques. La répartition de cette douleur économique est très inégale géographiquement et démographiquement. Très inégal. Prenons les pays à revenus intermédiaires. C'est eux qui prennent le premier choc. Les fameux centres d'appel, le BPO. Aux Philippines, ça représente quand même 1,3 million d'emplois locaux. Et les projections montrent que 40 à 50% de ces postes sont menacés. En Inde, c'est pareil. Des géants comme Infosys ou TCS automatisent jusqu'à 70% des requêtes de niveau 1. Et le drame, c'est qu'ils n'ont pas notre filet de sécurité sociale là-bas. Aucun filet. Alors que dans les pays développés, l'impact est un peu absorbé par les aides sociales. Il y a même une prime salariale pour ceux qui maîtrisent l'IA, non? J'ai vu un chiffre de plus 56% en France. Oui. Ceux qui s'adaptent et intègrent l'IA à leur processus deviennent extrêmement précieux. Mais démographiquement, il y a des vrais perdants.
Les femmes notamment, parce qu'elles sont surreprésentées dans les postes administratifs. 62% des postes exposés en France. Et 73% des suppressions de postes dans les banques allemandes. Les jeunes aussi trinquent. Les 22-25 ans ont vu leur taux d'emploi chuter de 13% aux États-Unis dans ces secteurs. C'est comme si, l'automatisation ciblait avec une précision chirurgicale les populations même qui essayaient de s'élever vers la classe moyenne grâce au travail intellectuel délocalisé. C'est le constat implacable du Fonds monétaire international. Ils estiment que 40% des emplois mondiaux sont impactés. Et la moitié sera augmentée, l'autre détruite, c'est ça? Voilà. Et la fracture se fait exactement sur les lignes de vulnérabilité existantes. Les femmes, les jeunes, les travailleurs externalisés. C'est rude. Mais du coup, face à cette destruction de la classe moyenne intellectuelle, qu'est-ce qui résiste? Parce que tout le travail humain ne disparaît pas. Non, et c'est là qu'il y a un renversement de situation extraordinaire. Ce qui résiste, c'est l'inverse de ce qu'on valorisait il y a 20 ans. Les métiers manuels qualifiés, par exemple? Absolument. Les plombiers, les électriciens, les charpentiers. Le rapport d'OpenAI de 2023 les désigne comme les moins exposés de tous. Moravec en action, l'IA peut passer l'examen du barreau, mais elle ne peut pas déboucher des toilettes. Ces artisans deviennent les professionnels les mieux rémunérés. Et puis, il y a les métiers du soin et du lien social. Les infirmières, les travailleurs sociaux, les enseignants. Là, c'est l'empathie et la complexité émotionnelle qui sont irremplaçables. Et le dernier secteur qui résiste assez logiquement, c'est la direction stratégique, les PDG. Oui, parce qu'une intelligence artificielle ne peut pas porter de responsabilité légale, civile ou pénale. Quelqu'un doit aller en prison si ça tourne mal, et ça ne peut pas être un algorithme. Donc la prise de décision complexe reste humaine par simple obligation juridique. Exactement. Ce qui résiste, c'est le non-routinier manuel et le non-routinier cognitif relationnel. Ce qui s'effondre, c'est le milieu de la pyramide, les cols blancs intermédiaires. Je trouve que c'est d'une ironie tellement folle. Donc pendant 30 ans, on a dit aux jeunes d'aller à l'université pour éviter de finir plombier. Ouais, le fameux discours. Et aujourd'hui, le bac+5 en informatique est remplacé par un algorithme à 20 balles par mois, pendant que le plombier est le roi incontesté du marché du travail. C'est exactement ça. Le cœur de la classe moyenne est complètement évidé. Bah écoute, pour synthétiser tout ça pour notre audience, je crois qu'il est clair que la révolution de l'IA n'est plus du tout une menace lointaine de science-fiction. C'est un accident industriel massif qui se déroule sous nos yeux. C'est une transition brutale, oui. Et la véritable question pour quiconque nous écoute, ce n'est plus vraiment de savoir si le travail va changer, mais plutôt de savoir qui va décider de la répartition de ces immenses gains de productivité générés par ces outils. C'est le défi politique et social de la décennie. Pour terminer, je crois que tu avais une dernière pensée un peu provocatrice à partager, qui prolonge l'analyse de nos sources. Oui, c'est une réflexion qui s'impose quand on lit toutes ces données. Si les machines absorbent désormais tout le savoir cognitif et technique de base, et que la seule valeur humaine restante réside dans l'empathie, le soin et l'interaction physique, Oui. eh bien, nos systèmes éducatifs actuels, qui sont obsédés par la mémorisation et les mathématiques depuis 2 siècles, ne sont-ils pas en train de préparer méticuleusement nos enfants à un monde qui a officiellement cessé d'exister en 2025 ? Waouh! C'est une question vertigineuse. Et ça donne vraiment matière à réfléchir pour la suite. Merci beaucoup d'avoir décortiqué tout ça avec moi aujourd'hui. Merci à toi, c'était un vrai plaisir. À la prochaine pour une nouvelle analyse.